Mes chers collègues, rebonjour à toutes et à tous. Nous continuons donc nos travaux après avoir travaillé sur le cycle Europe et déjà sur la revue nationale stratégique ce matin. Nous nous retrouvons avec Monsieur Stéphane Bouillon, donc le secrétaire général du SGDSN. Merci pour votre présence, Monsieur le secrétaire général. Lors de ses vœux aux armées le 20 janvier dernier à Cesson-Sévigné, le président de la République vous a demandé de lui proposer d'ici le mois de mai une réactualisation de la revue nationale stratégique. Monsieur le secrétaire général, pourriez-vous nous expliquer pourquoi la commande vous a-t-elle été passée à vous et quel est l'ensemble des objectifs poursuivis par cette actualisation et le calendrier dans lequel elle s'inscrira? Vous avez par ailleurs, Monsieur le secrétaire général, initié une démarche inclusive associant étroitement à vos travaux les militaires, les industriels, les think tanks et les parlementaires, sénateurs que vous avez déjà vus, et nous-mêmes, nous nous sommes vus, mais vous revoyez donc l'ensemble des députés aujourd'hui. Sollicité par vous, notre bureau de la Commission de la Défense a pris l'engagement de vous remettre d'ici le 2 avril les contributions des groupes politiques et sera jointe ma contribution en tant que président de la Commission de la Défense. Vous avez donc aujourd'hui tout le soin de nous préciser vos attentes, sachant que vous avez accepté à ma demande et une fois ces contributions rendues, qu'un représentant du SGDSN reviennent devant notre bureau élargi pour discuter des avancées des travaux et des réflexions. Ce matin, nous avons déjà commencé nos auditions, comme je vous le disais tout à l'heure, et je prévois encore diverses auditions devant notre commission pour nous aider dans nos travaux d'actualisation et éclairer tel ou tel aspect de la revue nationale stratégique que nous souhaiterions voir développer. Monsieur le secrétaire général, nous vous remercions très vivement pour votre présence, d'autant plus que vous allez être amené certainement à quitter vos fonctions prochainement et sans vouloir trahir de secret, je crois que c'est début mars et que c'est peut-être la dernière fois que vous passez devant notre Assemblée, en tout cas en audition. Donc sans plus attendre, Monsieur le secrétaire général, je vous cède la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, merci. C'est en effet la dernière fois que je puis me présenter en tant que secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale devant vous. Je suis, comme on dit, atteint par la date limite de consommation. Et donc j'ai néanmoins la possibilité de rejoindre la Cour des comptes en service extraordinaire afin de pouvoir continuer à y servir. Et donc, c'est à ce titre que je passerai rue Cambon d'ici une dizaine de jours maintenant. Et évidemment, c'est avec beaucoup de plaisir, mais aussi une pointe de regret, de nostalgie que je m'exprime aujourd'hui devant vous, après de nombreux rendez-vous que nous avons eus tout au long de ces 4 ans et demi que j'ai passé au SGDSN. Parce que j'ai toujours d'abord trouvé ces débats extrêmement utiles et importants pour nous, mais sur le plan des principes, je trouve que c'est également extraordinairement important que nous puissions rendre compte aux assemblées parlementaires et notamment à leurs commissions en charge de la défense des activités de l'administration que je dirige avec l'ensemble des volets que celles-ci peuvent recouvrir. Et de fait, nous travaillons très régulièrement et très fortement avec l'Assemblée. Les directeurs et les services du SGDSN viennent de temps en temps plancher avec moi, de temps en temps plancher par eux-mêmes et rencontrent des parlementaires au moins 2 fois par mois. C'est encore une fois un enrichissement pour nous et puis pour la démocratie, c'est utile et même nécessaire, d'autant que le champ que nous connaissons aujourd'hui et sur lequel je travaille connaît une accélération et des bouleversements qui sont quand même assez extraordinaires. Et donc c'est à ce titre, Monsieur le Président, que je réponds aujourd'hui à votre invitation. Et je réponds à votre invitation parce qu'en effet, le président de la République, lors de ses vœux aux armées le 20 janvier, nous a confié le soin d'actualiser la revue stratégique nationale. Alors,
Pourquoi nous? D'abord parce que j'ai plein d'experts dans ce domaine. Le SGDSN compte des diplomates, des militaires, des ingénieurs de l'armement, des préfets, ce qui couvre l'ensemble du secteur de la défense et de la sécurité nationale. Donc j'ai des gens qui sont non seulement des théoriciens, mais des experts et des praticiens qui ont vécu sur le terrain et parfois sur les champs de bataille, ce dont ils sont amenés à parler devant vous et ce sur quoi ils sont amenés à faire des synthèses et des réflexions. Et puis deuxièmement, parce que le SGDSN, c'est un service du Premier ministre qui est en charge, de par le Code de la Défense, de la coordination interministérielle sur tous ces sujets. Et de fait, pour préparer ce dossier, comme tous les autres, et y compris les conseils de défense et de sécurité nationale, nous réunissons au SGDSN l'ensemble des ministères concernés pour que ceux-ci reçoivent de notre part commande et puissent fournir les éléments demandés. Et puis enfin, cette maison, et je le dis d'autant moins que je vais la quitter, mais elle travaille vite et elle travaille bien, et mes collaborateurs qui sont à côté en savent quelque chose, puisqu'ils ont beaucoup travaillé sur la première revue stratégique. Pourquoi une telle révision aussi rapide et dans des délais tels? D'abord parce que, vous le voyez bien, les désordres de notre monde, y compris depuis l'été 2022, ne sont non seulement pas calmés, mais ont même plutôt eu tendance à s'accroître, et la situation s'est vraiment détériorée. On est de retour à une forme d'impérialisme que l'on croyait autrefois encadré et entravé. Des guerres sont déclenchées en Europe et ailleurs dans le monde, au mépris des traités, du droit international, qui fut pourtant pendant 80 ans l'outil de règlement des conflits sur la planète. Il ne l'est plus. L'ONU n'a pratiquement plus aucun rôle, entravé par les vétos des grandes puissances au Conseil de sécurité, et on le voit en Ukraine, au Proche-Orient, en Afrique, en Asie. La Chine, ça fait longtemps qu'elle se réveille, mais depuis, on voit bien qu'elle se réarme à très grande vitesse. Elle est une superpuissance active sur tous les continents. Elle étend son influence bien au-delà de ses frontières, non seulement par son réarmement conventionnel et nucléaire, mais aussi sur le plan économique et financier. Et j'allais dire, parce que dans vos circonscriptions, vous le voyez bien, les consuls de Chine qui peuvent travailler à Strasbourg, à Marseille ou ailleurs, ne sont pas les plus discrets sur l'ensemble du territoire pour faire valoir les intérêts de la Chine, sa diplomatie et sa conception de la Chine unique. La nouvelle gouvernance des États-Unis est marquée par des bouleversements spectaculaires, certes annoncés pendant la campagne électorale, mais à vrai dire, on avait tendance à ne pas y croire. De fait, on y est, et c'est évidemment très déstabilisant pour ce qu'on appelle l'ordre ancien, mais tout simplement l'ordre du monde, et pour ce qui nous concerne, donc, c'est déstabilisant pour l'OTAN et pour la sécurité européenne. De fait, le deal remplace la diplomatie. Il va falloir qu'on arrive à faire face à tout cela. Et la question de la place de l'Europe dans le processus de bipolarisation entre grands blocs se pose. Le prochain test, ce sera celui des garanties de sécurité que l'Europe pourra apporter à l'Ukraine pour sortir de la guerre menée par la Russie. Et de ce test dépendra la sécurité européenne face justement à cette pression accrue de la Russie. Pressée à l'Est, risquant d'être dépourvue d'un soutien transatlantique pour la première fois depuis 1945, l'Europe doit donc s'inventer un avenir autonome, ou plus exactement concrétiser les idées qu'elle avait pu avoir sur ce sujet. Je pourrais aussi parler de la relation de la France avec certains États africains. En 2 ans, les choses ont énormément changé. Et ce sujet s'est imposé ces dernières années. Sans doute avons-nous mis trop de temps à évoluer. Mais nos adversaires, russes en particulier, mais pas seulement, ont accéléré, exploité ce retard d'évolution, miné cette relation. Et la mission confiée à Jean-Marie Bockel, mais je crois qu'il est venu plancher devant vous, de proposer à nos partenaires africains de nouvelles lignes de coopération équilibrées concourt à la nécessaire redéfinition de la politique dans ce domaine. Et puis enfin, nul ne peut oublier le terrorisme islamique. Il gagne du terrain en Afrique, beaucoup de terrain. Il détruit les États, il décime les populations.
En Syrie, Daesh, l'État islamique, renaît aussi et a plutôt tendance à se renforcer dans ce pays et dans les pays voisins. En Asie centrale aussi, et nous le voyons bien en Allemagne encore ces jours derniers, et y compris avec les arrestations que peut faire régulièrement la DGCI, nous sommes toujours des cibles fortes de la part des personnes influencées ou envoyées par l'État islamique, en tout cas le terrorisme. Ça, c'est pour les aspects retour forme d'impérialisme et, j'allais dire, d'une certaine forme de guerre traditionnelle ou de conflictualité traditionnelle. Mais nous avons une nouvelle conflictualité aussi qu'on avait commencé à aborder en 2022 qui s'est largement étalée, l'hybridité, et qui dépasse désormais le seul usage de la force. Les cyberattaques contre nos administrations, nos services publics, nos entreprises, nos médias, la désinformation au cœur de nos sociétés, profitant de chaque événement social, s'attaquant aux élections. Tout cela, ça se développe intensément et ce sont des moyens d'affaiblir nos institutions démocratiques en Europe et sur tous les continents. Et ces menées hostiles viennent d'États totalitaires agressifs. C'est donc une forme de conflit dissymétrique, parce que nous, démocratie, où la liberté d'opinion explique, nous sommes victimes. Mais dans ces pays, comme il n'y a pas de liberté d'opinion et pas beaucoup de liberté non plus d'une manière générale, nous nous retrouvons dans une situation totalement asymétrique. Et donc ces États totalitaires, la Russie au premier chef, et aussi d'autres États, parfois des proxys de la Russie, qui aspirent à nous déstabiliser. Et je pense en particulier à la situation dans nos territoires et départements et collectivités d'outre-mer. Et donc cela remet singulièrement en perspective la façon dont il faut envisager notre approche des nouvelles technologies, comme le sommet pour l'action pour l'intelligence artificielle l'a démontré, avec toute une série de conférences, de travaux, d'exercices qui ont montré à la fois le danger que pouvait représenter l'intelligence artificielle, mais aussi la chance que ça pouvait nous permettre d'utiliser pour lutter contre les menées subversives à notre encontre. Et cela doit aussi nous conforter dans notre entreprise de régulation de l'espace européen des communications. La directive sur l'information et la DSA existe. Il y en a une autre, le Cyber Resilience Act, qui va être mis en œuvre d'ici la fin de cette année. Ça veut dire tout simplement que la vocation de l'Europe, ça n'est pas de servir de terrain de manœuvre à ceux qui veulent tous les droits et aucune régulation qui pourrait réduire leurs profits. Ça n'est pas non plus un terrain de manœuvre pour ceux qui veulent s'intégrer dans la vie démocratique de notre pays et faire de l'ingérence pour changer l'opinion des électeurs par rapport à telle ou telle situation, au motif de leurs propres idées politiques. Il s'agit donc vraiment pour nous de garantir la sincérité des scrutins, garantir la qualité de l'information et la capacité pour les uns et les autres sur des faits constatés et vérifiés de pouvoir exprimer ses propres idées. Et donc c'est aussi une manière de garantir la liberté d'expression et la liberté d'opinion. Et puis, il y a une troisième forme conflictuelle aussi qui s'est développée depuis 2022, c'est la compétition économique. Et ça commence à ressembler de fait à une forme de guerre économique, dont l'Europe se rend compte avec une forme de lenteur. La prédation de nos entreprises, l'utilisation du droit extraterritorial à leur encontre, la sécurité de nos approvisionnements et parfois les contraintes qu'on nous met sur nos approvisionnements pour faire pression sur nous. La sécurité de nos communications par Internet dans les fonds marins, et je pense en particulier aux câbles sous-marins, ou à terre. La conquête et le contrôle de l'espace exo-atmosphérique, le cyberespace, tout ça, c'est devenu des champs d'âpre confrontation. Et si nous n'y veillons pas, si nous n'y travaillons pas, à la fois État, organisations européennes, collectivités locales, entreprises, services financiers, nous serons submergés, nous serons donc vaincus en quelque sorte, sans avoir eu besoin de montrer un seul fusil ou d'avoir pu résister à telle ou telle situation. J'allais dire, nous pourrions devenir le nouveau Venise du XXIe siècle. Et il est vrai que nous prêtons largement le flanc à ces attaques du fait de règles du jeu que nous sommes désormais parmi les derniers à respecter, alors qu'elles ne protègent plus, voire entravent notre sécurité. Et puis enfin, je ne saurais oublier le changement climatique.
qui lui aussi bouleverse de plus en plus fortement la situation géostratégique et l'économie du monde entier. En 2 ans, c'était une perspective un peu lointaine. Toutes les catastrophes que nous voyons, que nous recensons en Europe, à travers le monde entier, démontrent bien que nous sommes face à une situation qui va avoir des bouleversements, là encore, sur nos sociétés, absolument considérables. Et donc, il faut que nous commencions à en mesurer les conséquences, au-delà du respect des accords de Paris, mais depuis que les États-Unis s'en sont retirés, on peut avoir de fortes craintes, nous avons une vraie difficulté sur ce sujet. Et donc, le temps qui passe joue contre nous et cela s'accélère. Et c'est pourquoi il était nécessaire de remettre à jour la revue nationale stratégique, qui n'est pourtant pas si ancienne. Alors, je sais bien que d'aucuns peuvent s'interroger en disant pourquoi maintenant, alors que tout est en route, et pourquoi si vite. Je dirais que si on connaissait ce qui va se passer dans 3 ou 6 mois, nous serions très à l'aise. Mais nous ne le savons pas. Et de fait, la situation géopolitique, géostratégique s'accélère grandement. Or, nous avons au printemps toute une série de conférences internationales, de sommets, le G7, le G20, les sommets européens, le cas échéant, les conférences qui auront lieu pour amener la paix en Ukraine, la situation au Proche-Orient, où quand même on peut espérer qu'on puisse avoir une discussion sur la manière dont là aussi ce conflit va se terminer, la montée des BRICS avec le système, tout ceci nécessite que nous puissions avoir ensemble une forme de raisonnement concret et solide avant de se retrouver envoyés dans ces moments-là. Le débat, si je puis dire, il doit se faire parmi les milieux professionnels, parmi les milieux informés et pas seulement sur les chaînes d'information continue où on prendra bravement ce que tel ancien militaire ou diplomate a pu dire ou faire. Donc c'est là qu'il faut que nous puissions avoir une vraie synthèse sur ce que nous voyons en termes d'état des lieux, sur les orientations stratégiques que nous pouvons avoir et sur les objectifs que nous devons nous fixer. Et donc la revue nationale stratégique, on ne va pas la remettre à zéro. D'abord parce qu'on a déjà des premiers éléments. Deuxièmement, parce que si on prend 6 mois ou 1 an pour réfléchir, quand nous aurons fini, le document sera très intéressant pour les universitaires pour faire un état de la réflexion à une époque donnée. Mais ça ne sera pas très opérationnel. Et par ailleurs, nous n'aurons pas réussi non plus à expliquer à nos concitoyens et à leur faire comprendre ce qu'ils regardent tous les jours, là encore, sur les réseaux sociaux ou les chaînes d'information continue, et où ils ont besoin d'avoir une réponse qui soit une réponse apportée par ceux qui le représentent. Donc nous avons besoin effectivement de pouvoir aller vite et c'est pourquoi on nous a demandé de rendre cette copie au début du mois de mai, tout simplement pour que celle-ci soit utile et utilisable. Et je conçois bien effectivement que ce soit une difficulté pour vous, comme pour nous d'ailleurs, mais parce qu'il faut aussi qu'on rédige un peu, mais voilà, et je serai évidemment à votre disposition pour revenir sur ce sujet. La revue à actualiser, qu'est-ce qu'elle va contenir? L'état de la menace, je viens de le résumer. Les défis à relever, nos ambitions pour les années à venir, qui demeurent mais qui doivent être adaptées. La protection de la France métropolitaine et outre-mer par la dissuasion nucléaire, ça reste le cœur de notre sécurité. Mais c'est bien aussi qu'on puisse avoir un débat sur ce sujet lorsque l'on voit l'évolution de la doctrine que Poutine, pour sa propre dissuasion nucléaire, a mise en œuvre. Et quand on voit également la conception un peu aléatoire que l'article 5 du traité de l'OTAN, aujourd'hui, peut revêtir chez certains de nos alliés. Et la guerre en Ukraine montre que nos armées doivent aussi se préparer à la défense solaire, au développement des drones, à l'interruption et à l'irruption de l'intelligence artificielle sur les champs de bataille. Deuxième grande orientation que nous avions, c'était la contribution à la défense de l'Europe et à la stabilité aux abords de la Méditerranée. Là, de fait, avec la guerre en Ukraine, tout ceci a pris une ampleur supplémentaire, mais là aussi, la manière dont les États-Unis conçoivent la fin de ce conflit et les relations qu'ils peuvent avoir avec l'Europe justifie quand même qu'on puisse réfléchir sur la manière dont nous pouvons essayer de faire face à cette situation.
Nos partenariats équilibrés allant de l'Afrique subsaharienne jusqu'au Golfe arabo-persique, je vous en ai parlé, sont eux en cours de profonde révision dans tous les domaines et non plus seulement sous l'angle militaire. Donc Jean-Marie Bockel y a travaillé, d'autres y travaillent, et je pense que ça peut être intéressant de recueillir vos observations et vos propositions dans ce domaine. Et puis enfin, la zone Indo-Pacifique est devenue, plus encore qu'en 2022, un échiquier. Et donc nous devons toujours veiller à sa stabilité, à son équilibre entre les rivalités des grandes puissances. Et lorsque j'ai eu le plaisir de pouvoir aller visiter soit les Émirats arabes unis ou les pays du Golfe, et plusieurs d'entre vous l'ont fait aussi, ou Singapour ou l'Inde, on sent vraiment qu'il y a un besoin, une envie, si je puis dire, d'États qui n'appartiennent ni au cercle américain ni au cercle chinois et qui soient capables de porter une forme de troisième voie, en tout cas avec qui ils puissent négocier, discuter, passer des accords sans avoir l'impression de devenir des féaux. Et donc, nous avons un rôle à pouvoir jouer là-dedans. Et puis, bien sûr, les espaces communs, cyber, spatial, fonds marins, espace aéromaritime, sont de plus en plus au cœur des compétitions. Et je me souviens que lorsque nous avions travaillé sur la RS, l'un d'entre vous m'avait fait remarquer qu'il fallait qu'on fasse attention aux routes arctiques au Grand Nord, qui un jour ou l'autre pouvaient s'ouvrir. Eh bien, ça y est, elles sont ouvertes. Et donc, là aussi, il faut que nous puissions prendre en compte les conséquences en termes de communication, de protection de la nature, d'échange, de géostratégie. Et donc, ça va nous amener à modifier le contenu des 10 objectifs stratégiques qui figurent dans l'actuelle revue nationale stratégique. L'objectif qui traite de l'unité nationale, je pense au réarmement moral que le chef d'État a évoqué dans son discours à Rennes, et de la résilience de notre société. Alors, la résilience, je suis venu à plusieurs reprises vous en parler. Vous aviez travaillé à l'époque avec M. Thomas Gassiou sur un rapport qui nous a beaucoup occupé aussi, et donc nous sommes en sorte de tenter de mettre en œuvre ce rapport. Et donc, là aussi, c'est un point sur lequel nous aurons à travailler, et vous pourrez même encore enrichir cet aspect-là lorsque le projet de loi de transposition des 2 directives européennes sur la résilience des entités critiques et la résilience des systèmes informatiques viendront devant vous. On aura besoin, effectivement, de vos idées. L'objectif stratégique 3 qui traite de l'économie concourant à l'esprit de défense, faut-il l'élargir à une économie de guerre ? J'ai tendance à dire oui, et donc ça veut dire qu'il faut que nous rajoutions des éléments sur ce sujet. Les objectifs stratégiques 4 et 9 traitent de la lutte dans les champs hybrides. Et de fait, l'ANSSI et Viginum ont eu beaucoup de travail pendant la période des Jeux Olympiques, et pour la préparation et pendant la durée. Il y a des leçons qu'ils ont tirées sur ce sujet, et ces leçons-là, elles peuvent être aussi réintroduites dans ce domaine. Et c'est pourquoi nous travaillons sur une stratégie dans chacun de ces 2 thèmes, cyber et manipulation de l'information, pour justement essayer d'avancer sur différents points. Et sur différents points qui concernent aussi l'information du public, son éducation, grâce au monde académique et aux médias. Parce que l'idée d'avoir des services qui sont supposés tout faire et pendant ce temps-là, il ne se passe rien, ça n'est pas une bonne chose. Une crise, ça se résout avec la population. On l'a vécu pendant la crise du Covid. C'est quand le couple préfet, maire, président de conseil départemental, préfet a commencé vraiment à fonctionner qu'on a réussi à faire face à la crise. Et donc, dans ce domaine-là, par rapport à ce qui nous attend, la capacité à pouvoir construire cette résilience du citoyen jusqu'à l'ensemble des organisations, et par ailleurs à faire en sorte que les citoyens soient éduqués, formés aux enjeux, quitte à se protéger lui-même face soit à la désinformation, soit aux cyberattaques, est utile. Et puis enfin, notre rôle d'allié exemplaire dans l'espace euro-atlantique, notre rôle en tant qu'un des moteurs de l'autonomie stratégique européenne, c'était le titre des objectifs, 5 et 6. On est largement en train de les réécrire, en tout cas on va devoir les réécrire dans les jours prochains. Et nous devons plus que jamais être un partenaire de souveraineté fiable et pourvoyeur de sécurité crédible. Vous voyez, mesdames et messieurs, il y a beaucoup de choses sur lesquelles, à la fois, il y avait des éléments qui existaient, mais des éléments qui doivent être mis à jour, revus, complétés, voire modifiés. Et dans ce domaine-là, encore une fois, nous devons et nous avons intérêt à le faire avec vous.
la place que représente la représentation parlementaire pour ce travail, à la fois par la réflexion qu'elle a, le travail législatif qu'elle produit et par sa connaissance et son ancrage sur le terrain, sont des facteurs essentiels pour nous pour permettre justement cette réappropriation par l'ensemble de la population des enjeux que nous pouvons avoir sur ce sujet. Et donc, l'expérience des crises le démontre, sans votre mobilisation, sans l'aide des élus, nous ne pourrons pas agir. J'en viens maintenant au sujet de la méthode, Monsieur le Président. J'essaie de faire plus court parce que je vois que je suis un peu long. Excusez-moi. Le Président a souhaité annoncer donc la révision de la stratégie au mois de janvier lors de ses vœux. Et donc nous a demandé d'aller vite et donc de pouvoir lui présenter un résultat au mois de mai. Je pense que ça va être long et compliqué, même si la revue nationale stratégique que nous faisons n'est pas le premier objectif, enfin l'exercice qui avait eu lieu avant la loi de programmation militaire. À cette époque-là, la RNS, c'était le document qui devait permettre aux uns et aux autres de voir les enjeux qui sous-tendaient la mise en place et la préparation et la soumission à votre Assemblée de la loi de programmation militaire. Là, on est plutôt sur un exercice, comme me l'ont écrit les aviateurs qui sont à mes côtés, collimateur tête haute, et donc on regarde effectivement l'horizon sans regarder pour l'instant ce qui se passe sur la commande de tir. Et donc on n'est pas sur la déclinaison physico-financière par le ministère des Armées du sujet. Ça n'empêchera pas évidemment le ministre des Armées de venir plancher devant vous pour vous dire comment il voit les choses et comment les choses évoluent, mais je ne suis pas en charge de la rédaction de la LPM. Donc nous aurons effectivement un travail plus global et de plus longue vision à mettre en œuvre sur ce sujet. On a essayé d'aller vite. Nous avons eu la commande le 20 janvier. Je vous ai rencontré, Monsieur le Président, le 3 février. J'ai également rencontré vos homologues du Sénat. Je verrai le cabinet de la présidente de l'Assemblée la semaine prochaine. Et puis, il y a déjà une audition la semaine dernière par le sénateur Blanc de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat mercredi dernier. Donc, je suis aujourd'hui devant vous. Et évidemment, nous sommes à votre disposition pour tous les travaux que vous pourriez avoir. Donc l'idée, c'est vraiment que les uns et les autres, nous puissions réfléchir et avancer sur tous ces sujets pour que nous puissions récupérer, j'allais dire à partir de mi-mars. J'avais mis mi-mars, mais j'ai compris, Monsieur le Président, que vous alliez prendre un peu plus de temps. Donc c'est quand vous pourrez nous le rendre, mais quand même, voilà, avec quand même le temps que l'on puisse travailler et revoir et continuer à échanger avec vous. Nous sommes clairement engagés sur le 2 avril. Merci. Et donc, nous, ça nous permettra à ce moment-là de faire la synthèse de l'ensemble des productions que nous aurons reçues, celles des ministères, celles des think tanks, vous l'avez rappelé, l'ensemble des partenaires que nous pouvons avoir, pour essayer de produire une première calmartyre, comme diraient cette fois-ci les marins, et donc vous soumettre cette calmartyre de façon que nous puissions, à la fin du mois d'avril, faire passer le document, le projet de document à nos plus hautes autorités. Et voilà un peu comment les choses, normalement, devraient pouvoir se passer. Et nous ferons évidemment notre maximum sur ce sujet. Donc je veux simplement vous dire, avant de terminer, que certes, je ne serai plus au GDSN, que si mon adjoint m'appelle un soir pour me demander de venir relire un papier, je le ferai avec grand plaisir, mais que évidemment, tout le GDSN et mon successeur, quand il sera désigné, seront à votre disposition pour que ce travail d'échange soit le plus constructif possible. Pour nous, c'est vraiment un travail comment dirais-je, de réflexion, de co-construction, de cohésion nationale qui est absolument nécessaire pour ce document. Il est nécessaire non seulement pour nous, agents de l'État, il est aussi nécessaire face à nos partenaires internationaux, face à nos adversaires internationaux, avoir une vision
plutôt précise de ce que nous ne voulons pas et de ce vers quoi nous voulons aller, ce sera sans doute un facteur pour nos États extrêmement important face à cette période de bouleversement et de risques qui s'ouvrent. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général. Nous avons de nombreuses questions qui se présentent à nous. Et nous allons donc commencer par les orateurs de groupe avec le Rassemblement national, Monsieur Laurent Jacobelli. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Préfet, tout d'abord, laissez-moi vous remercier pour votre présence et les éléments très éclairants que vous avez pu énoncer de la part du groupe Rassemblement national. Depuis l'Antiquité, la guerre a toujours reposé sur deux piliers, l'arme et l'humain. Grâce au général de Gaulle, la France fait partie du cercle très restreint des puissances nucléaires. Une dissuasion nationale, j'insiste sur ce dernier mot, que nous avons toujours défendue pendant qu'Emmanuel Macron, qui autrefois, avec M. Attali, voulait la supprimer, rêve aujourd'hui de la partager avec l'Union européenne. Plutôt que de vouloir nous déposséder de notre atout le plus stratégique pour le mettre entre les mains de technocrates bruxellois, nos dirigeants feraient mieux de se tourner vers l'avenir et d'affronter les révolutions technologiques qui redéfinissent les contours de la guerre et avec elles les rapports de force. Parmi elles, la question de l'hypervélocité. Oui, dans un monde où la vitesse d'exécution peut faire la différence entre victoire et défaite, l'hypervélocité apparaît plus que jamais comme une des clés de la supériorité stratégique. Ces armes, capables de franchir le mur du son, échappent au radar classique et rendent toute interception quasiment impossible et remettent en question notre modèle de dissuasion. La Chine, les États-Unis, peut-être la Russie en ont déjà la maîtrise. De notre côté, le test du planeur VMAX est une réussite que nous saluons, mais interroge sur le fait de savoir si nous sommes bien en moyen de rivaliser avec les autres grandes puissances. Alors ma première question est la suivante. Selon vous, comment l'actualisation de la revue nationale stratégique doit prendre en compte cette avancée technologique qu'est l'hypervélocité ? Mais une guerre ne se gagne pas qu'avec de la technologie, elle se gagne aussi avec les femmes et les hommes qui composent nos armées et la nation. Emmanuel Macron parle de mobiliser la jeunesse, dont acte, mais comment ? Sûrement pas avec un SNU qui coûte un bras et qui ne sert à rien. Regardons la réalité en face. L'autorité de l'État recule partout, l'unité nationale se délite, notamment chez une partie de la jeunesse qui, il faut le reconnaître, sombre parfois dans la délinquance ou le communautarisme, faute de repères, de valeurs et d'attachement à notre histoire. Ma seconde question est donc la suivante. Quelles devraient être les mesures de cette RNS pour renforcer l'attractivité de l'armée et recréer un véritable lien entre la jeunesse, la nation et l'esprit de défense? Merci beaucoup. Merci, chers collègues. Monsieur le secrétaire général, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Peut-être deux mots sur la doctrine de dissuasion nucléaire. Le discours qui est tenu depuis le général de Gaulle, c'est que la dissuasion nucléaire protège la France. Et que les intérêts européens sont à prendre en compte dans ce domaine. Il n'y a jamais eu d'aucun chef d'État aucun engagement à ce que cette dissuasion nucléaire puisse être partagée avec qui que ce soit. Le bouton reste dans les bunkers adaptés et il n'y a pas de double prise. Donc, sous cet angle-là, très franchement, la doctrine nationale n'a pas changé depuis le général de Gaulle. Et nous veillons scrupuleusement, et nous travaillons dessus quotidiennement, à ce que cette dissuasion puisse être efficace aussi à travers ces équipements. Parce qu'elle ne marchera évidemment pas si nos têtes ne pénètrent pas les défenses de l'adversaire et si elles peuvent être stoppées dans des conditions, j'allais dire, faciles. Donc nous y travaillons. Je ne peux pas vous en dire plus parce que ça relève du très secret, mais donc nous y travaillons, nous prenons en compte ces aspects-là, et parmi les travaux qui sont menés, il y a bien sûr évidemment les sujets d'hypervélocité. Pour le coup, je laisserai le ministre des Armées ou le directeur général des armements l'évoquer, mais ce sont bien des sujets sur lesquels nous sommes bien engagés. Pour ce qui concerne votre deuxième question sur renforcer l'attractivité de l'armée et les liens armée-nation, je dirais d'abord une première chose. Bon, évidemment, il y a
dans la loi de programmation militaire tout le chapitre qui est consacré à la partie des effectifs, de la prise en charge des effectifs, de la rémunération et du suivi. Il y a un second aspect qui est très important, c'est la formation et le management que les militaires peuvent avoir pour attirer des jeunes qui sont désireux de servir leur pays. Et dans ce domaine-là aussi, je sais que les responsables militaires sont très engagés et très mobilisés sur ce point. Le troisième élément, et je m'éloignerai pour le coup du ministère des Armées, c'est un travail que nous avions déjà abordé sur le sujet résilience et qui est d'une certaine manière le sujet des réserves. Moi, ce qui m'avait frappé pendant la période du Covid, d'ailleurs, c'est qu'on avait un certain nombre de jeunes ou de moins jeunes qui s'étaient mis à disposition de leur collectivité locale pour jouer le rôle de soutien à leur maire ou à leur président de conseil départemental. Lorsque j'étais préfet dans le Sud et que je voyais des inondations ou des feux de forêt, je voyais les comités communaux avec des gens qui se mettaient, j'allais dire, sous les ordres du maire pour préparer la commune, venir en aide aux personnes âgées, s'assurer que les lances à incendie étaient bien en place, que les bâtiments pour accueillir du monde étaient bien ouverts et accueillants. Ça marchait extraordinairement bien. Et on n'avait pas de problème pour trouver ces gens-là. Et moi, je trouve que c'est ce dispositif-là qu'il faudrait pouvoir étendre beaucoup plus largement à l'ensemble des crises que nous pouvons connaître. Sous l'angle militaire, bien sûr, avec les gens qui vont servir nos armées, mais également lorsque nos militaires sont engagés sur le lien armée-nation, faire en sorte que les entreprises privées puissent apporter le cas échéant leur soutien logistique, avec des camions, des moyens de transport, que même la grande distribution puisse compléter l'approvisionnement des militaires en tout produit, comme d'ailleurs elle l'a fait pendant la période du Covid, qu'en matière de soins de santé, nous puissions avoir des hôpitaux capables de prendre en compte les victimes de guerre avec des personnels qui ont été formés en nombre suffisant pour pouvoir réagir. Et puis, plus largement parlant, on sait que chacun de nos concitoyens a des savoir-faire, des capacités. L'un qui travaille dans une centrale nucléaire ou une station d'épuration des eaux a pu avoir un diplôme d'infirmier, avoir fait son service militaire dans telle ou telle situation. Et donc, pourquoi est-ce qu'en fonction de la nature de la crise, on ne lui demanderait pas s'il ne serait pas volontaire pour venir apporter son concours dans telle ou telle situation ? Et c'est ça qu'il faudrait que nous puissions arriver à mettre en œuvre. Il existe les réserves des armées avec la garde nationale, il existe les réserves sanitaires. Si on pouvait arriver, et le ministère de l'Intérieur et d'autres ministères en ont aussi, mais simplement tout le monde travaille en silo. Si on pouvait faire en sorte que ces silos puissent à un moment ou un autre se retrouver, être mélangés, et si on pouvait faire en sorte que davantage de gens encore rejoignent ces réserves, c'est là où nous pourrions effectivement avancer et faire bouger les gens et faire bouger les choses. Et c'est là où on aura un véritable lien armée-nation avec la certitude de pouvoir proposer à chacun de nos concitoyens que face à tel type de crise, on lui proposera de venir aider, de venir secourir, de venir apporter sa contribution, aider ses voisins ou aider un peu plus loin, mais bref, être utile à la nation. Et c'est véritablement ce sur quoi nous voudrions travailler, et on aura évidemment fortement besoin de votre appui dans ce domaine. Je me permets peut-être un petit complément. Oui, je vous en prie, allez-y. Petit complément sur l'hypervélocité, puisque vous l'avez cité. Juste pour vous préciser que, et ça a été rendu public, que dans notre prochaine panoplie de dissuasion nucléaire, on aura le missile AS-NKG, qui est un missile aérobie hyper véloce. Donc d'ici 10 ans. Donc en fait, je pense que la France n'est pas déclassée, loin de là. Nos industriels y travaillent, la DGA y travaille. Par ailleurs, donc on parle d'hypervélocité aérobie. Après, évidemment qu'on a une panoplie aussi de missiles balistiques pour la composante océanique, sont des missiles plutôt hypersoniques, mais voilà, qui arrivent quand même avec une vitesse donc bien supérieure à Mach 5. Et ensuite, là où vous avez raison, c'est comment peut-être cette hypervélocité, elle vient irriguer le domaine conventionnel. Ça, c'est une question effectivement qu'on doit sûrement peut-être retravailler lors de cette actualisation. Et encore une fois, toutes les réflexions sur le sujet sont intéressantes à prendre. Et pour revenir sur ce que disait le secrétaire général, évidemment qu'aujourd'hui,
dans la RNS, dans l'objectif stratégique numéro 2, on doit absolument travailler sur des scénarios où en fait toutes ces réserves, elles vont travailler de manière intégrée et elles vont servir, donc soit par exemple l'hypothèse d'un engagement majeur, où là on voit les réserves qui vont, qu'elles soient civiles, militaires, de sécurité, de défense, plutôt opérer au profit finalement de notre engagement, donc du MINARM. Et il y a d'autres scénarios, je pense, de crise sur le territoire où c'est plutôt le MINARM qui va être très contributeur au service de la société civile. Mais ces scénarios, je pense qu'il faut à un moment les dérouler pour essayer de voir comment s'opère cette articulation entre les réserves. Sinon, finalement, on continue à avoir des visiers un peu théoriques et on n'arrive pas à donner du corps à ces réserves. Merci. La parole est à Yannick Chenevard pour le groupe Ensemble pour la République. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général. Depuis 2022, les équilibres mondiaux continuent de se modifier. Les empires sont de retour, comme je le répète souvent. Chine et Russie s'assoient littéralement sur le droit international et les États-Unis jouent en fait une partition loin de l'orchestre traditionnel. En tirant les enseignements du Covid, il y a un certain nombre de choses qui ont déjà été réalisées. Je pense notamment à la réactivation du dispositif de flotte stratégique qui est en cours. Par exemple, nous escortons d'ailleurs un certain nombre de navires de commerce en mer Rouge pour assurer nos approvisionnements. Et donc sur le plan interne, et je voudrais en profiter pour saluer l'ensemble des services qui ont fait un travail remarquable avant, pendant et après les JO, il y a la notion de résilience que vous avez évoquée, Monsieur le Secrétaire général. Dans cette notion de résilience, est-ce qu'on n'a pas intérêt, 20 ans après la loi de modernisation de la sécurité civile, à utiliser le deuxième pilier de la sécurité civile, ce qui est celui des bénévoles de sécurité civile, 250 000 personnes qui sont organisées, hiérarchisées, entraînées et équipées. C'est ma première question. Sur le plan externe, parce qu'évidemment, en 2 minutes, c'est difficile d'embrasser l'ensemble du champ, je pense qu'on a tendance à regarder l'Ukraine et à négliger le reste de la planète. Et dans la Constitution, dans le travail sur l'actualisation de la RNS, je pense qu'il est intéressant de s'interroger sur la bascule économique de la planète en direction de l'Indo-Pacifique, 60% du commerce mondial à terme, et peut-être effectivement, c'est l'objet de ma question, la place de la France avec ses 11 millions de kilomètres carrés de zone économique exclusive et de l'Europe qui, elle, en totalité, fait 22 millions de kilomètres carrés. Merci. Merci. La parole est à vous, Monsieur le Secrétaire général. Merci, Monsieur le Président. Et effectivement, sur votre première question sur l'utilisation des bénévoles de sécurité civile, j'allais dire la réponse est simple. Oui, il faut qu'on le fasse et à certains égards, on le fait déjà assez souvent dans ce domaine. Il y a aussi les sapeurs-pompiers volontaires qui sont 200 000 à peu près et qui eux aussi sont très largement impliqués pour pouvoir agir et travailler. À vrai dire, moi, je suis toujours épaté quand je vois que dans notre pays qu'on dit individualiste, replié sur lui, on arrive quand même à avoir 500 000 personnes qui décident de se présenter aux élections municipales et de prendre des responsabilités à l'intérieur de leur commune, et vous aussi, qu'on a 200 000 sapeurs-pompiers volontaires et qu'on a effectivement 250 000 bénévoles de sécurité civile qui sont prêts à s'engager, sans compter tous les autres qui, dans le monde associatif, se dévouent pour les uns et les autres. Donc je trouve que finalement, on n'est pas si mauvais que ça par rapport à un certain nombre d'autres États. Donc oui, en effet, il faut que nous puissions avancer sur ce sujet. Votre deuxième question sur la place de la France avec ses 11 millions de kilomètres carrés de zone économique exclusive sur l'océan Pacifique, elle est en effet majeure. On a dans la partie océan Indien des responsabilités, j'allais dire, de
police de l'eau, de police de la mer face à la piraterie, qui sont extrêmement importantes. Entre Djibouti, entre La Réunion, entre Mayotte, nous faisons effectivement une action de protection du commerce maritime, de protection des personnes, qui est extrêmement importante. Et je rajoute d'ailleurs Abu Dhabi, puisqu'on a une base sur Abu Dhabi qui permet de compléter l'ensemble du dispositif. Et sur ce thème-là, ceux d'entre vous qui ont exercé des responsabilités le savent bien, on est entendu par nos interlocuteurs parce que nous sommes considérés comme étant partie prenante, une puissance présente sur l'océan Indien. C'est évidemment plus compliqué lorsqu'on se rapproche de la partie asiatique parce que là, on est confronté à une vision de la Chine avec sa politique des 9 traits qui ne correspond pas exactement aux traités internationaux tels qu'ils avaient été conçus par le passé. Et donc, nous avons aussi un rôle très important lorsque le groupe aéronaval Charles de Gaulle, Clemenceau, pardon, avec le Charles de Gaulle, sont partis dans le détroit de Taïwan, entre Chine et Taïwan, ça a fait tousser la Chine, mais nous n'avons guère fait qu'appliquer et faire respecter le droit international. Donc, c'est un élément là aussi important sur lequel nous avons une activité économique extrêmement forte. Le dernier point que je voudrais dire, c'est qu'évidemment, les zones économiques exclusives, tout le monde pense à la pêche. Il y a aussi ce qu'on appelait les nodules polymétalliques. Et le fait que nous gardions bien cette souveraineté-là, ça nous permet aussi de protéger les fonds marins en s'assurant que personne, puisque nous y sommes refusés, n'ira exploiter ces nodules polymétalliques qui entraînerait des bouleversements sur la nature que personne aujourd'hui n'est capable d'imaginer. Donc nous avons aussi, sous cet angle-là, dans les grands fonds marins, une forme de responsabilité pour assurer la préservation de l'environnement. Merci. La parole est à Christophe Bex pour le groupe La France Insoumise, Nouveau Front Populaire. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général. Vous intervenez aujourd'hui sur le thème de l'Europe de la défense, à un moment extrêmement crucial pour notre continent et la sécurité de notre pays. Et plus particulièrement, nous vous auditionnons sur l'actualisation de la Revue nationale stratégique 2022. Ce matin était auditionné M. Arnaud Grandjean, ancien député européen. Comment ? Danjean, pardon. Danjean. Et ancien président, merci pour la correction, et ancien président du comité de rédaction de la Revue stratégique en 2017. En somme, la réponse qu'il a faite à mon collègue et camarade Bastien Lachaud sur l'actualisation de la RNS est assez logique. Il est très sceptique sur l'actualisation de la RNS qui, dans les faits, ne permettra pas de faire les arbitrages nécessaires. Les délais sont très serrés alors que nous sommes dans une période où les leçons tirées aujourd'hui seront peut-être caduques dans quelques semaines. Rejoignez-vous la position d'Arnaud Danjean et celle que nous défendons depuis plusieurs années maintenant, à savoir qu'il nous faut un vrai livre blanc permettant un débat public et associant pleinement la représentation nationale afin de garantir toute légitimité nécessaire dans un contexte instable. Par exemple, aucun bilan des interventions en Afrique n'a été fait. Comment ne pas remettre en cause la politique française au Sahel quand on voit les échecs patents des dernières années et la fermeture de la majeure partie de nos bases? Cela mériterait de rédiger un nouveau livre blanc sur le modèle d'emploi de nos forces au regard de l'inadaptation de notre loi de programmation militaire et de la trajectoire à la hausse du budget de la défense. Des ajustements apparaissent nécessaires dans le cadre de l'évolution des menaces et des engagements internationaux. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le secrétaire général, je vous en prie. Oui, monsieur le député, j'ai tendance à penser que si on prend le temps aujourd'hui de faire un livre blanc, ça veut dire qu'en gros, la copie sera rendue, compte tenu du temps nécessaire pour y réfléchir, mûrir ça, à l'automne. L'automne, c'est loin.
Et si ça tombe, et j'allais dire si ça tombe mal, on se rendra peut-être compte que les prémices sur lesquelles nous avons travaillé au début, ou la situation géopolitique qui sera intervenue, parce que au cours de l'été, et l'été qui avant était relativement tranquille, c'est plutôt la période des coups d'État et des débuts de guerre, va remettre tout ça à plat. Notre objectif, la Revue nationale stratégique, ça n'est pas un livre blanc, et nous ne voulons pas faire de livre blanc avec quelque chose qui, de fait, serait sans aucun doute intéressant, utile, mais qui ne répond pas à l'urgence de la commande pour l'instant. On travaille sur des documents et sur du lancé, c'est-à-dire des objectifs qui avaient été fixés il y a 2 ans pour regarder comment, compte tenu de la situation internationale et géopolitique, ces objectifs sont toujours valides ou pas, et comment on doit s'orienter pour faire face à la suite des opérations. Qu'il faille se renforcer sur le plan militaire, ce sont des idées qui sont évoquées. Donald Trump le réclame. On commence à en parler au niveau européen, et le fait même que Mme von der Leyen veuille désormais sortir les dépenses de défense du fameux seuil de 3% montre que les idées sont en train d'évoluer sur ce sujet. Et si l'Europe peut faire en sorte que l'industrie de la défense soit soutenue par la Banque européenne d'investissement, ce qui n'est toujours pas le cas aujourd'hui, on verra effectivement une forme d'évolution qui est positive. Pardon, je m'éloigne de votre question. Je pense vraiment qu'il y a 2 exercices différents. Un livre blanc pour tirer les conséquences de ce qui s'est passé, et ce sera sans doute utile lorsque la guerre en Ukraine sera terminée. Ce sera sans doute aussi utile lorsque la guerre au Proche-Orient sera terminée, et en espérant qu'il y ait une période de stabilité dans les relations internationales. Je crains fort que ce ne soit pas forcément le cas immédiatement. Mais cet exercice-là, il a du sens. L'exercice immédiat, c'est de pouvoir, je ne dirais même pas s'arrêter un instant, tout en travaillant, tout en réfléchissant, rassembler nos idées, rassembler les éléments, regarder si les orientations que nous avions prévues auparavant sont toujours valides, sinon les amender rapidement pour pouvoir être en position, alors que, encore une fois, toute une série de négociations internationales vont s'ouvrir, qu'il y a des risques conflictuels dans tous les sens et dans tous les lieux, de pouvoir disposer en tout cas d'une réflexion abouti, avec des orientations, des objectifs qui vous aura été soumis, qui aura été débattu avec vous, qui aura été débattu également avec une partie des think tanks, la presse, etc. Mais c'est vous la représentation nationale. Donc c'est vous qui êtes au cœur de l'exercice, pour que justement, lorsque ces conférences vont commencer à s'ouvrir, on puisse avoir un discours à tenir, une orientation, des lignes rouges que vous aurez posées et des lignes d'objectifs que vous aurez également fixées. Aussi peut-être une autre perspective qui vient compléter ce que vient de dire le secrétaire général. Dans l'ancienne RNS, il y avait aussi des choses qui étaient très pertinentes, qui n'ont pas forcément été déployées, opérationnalisées. Je crois qu'il y a aussi un vrai travail à faire, de regarder finalement quelles sont les choses qui étaient quand même pertinentes il y a 2 ans. Encore une fois, on ne va pas tout refaire. Il y avait vraiment des intentions stratégiques qui n'ont pas été concrétisées. Et je pense qu'on a aussi cette volonté dans cette RNS de commencer à travailler sur comment j'opérationnalise un peu davantage, ce qui relevait parfois de recommandations ou de choses un peu incantatoires. Donc, et ça, en fait, on voit, il faut le faire assez vite. Comme vous l'avez dit, en fait, dans 3 mois, on sera sans doute dans un contexte encore différent. Donc il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on capitalise aussi. Et ça, c'est un peu la volonté de cette actualisation. Merci pour ces précisions qui étaient beaucoup dans nos débats internes à notre bureau. C'est une expression qui reflète aussi les questionnements qui étaient existants. Je passe la parole à Sébastien Saint-Pasteur pour le groupe socialiste et apparenté. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général. Je souhaite porter, dans le cadre de cette révision de la Revue nationale stratégique, 2 éléments à votre réflexion qui me paraissent intimement imbriqués et intéressants pour nous projeter dans l'avenir, puisque c'est l'objet de cette RNS. Le premier est l'effort budgétaire que nous avons à consentir. Il doit être possible techniquement, et j'appuie vos propos évoquant la nécessité de porter l'exclusion des dépenses militaires au-delà de 2% du PIB du pacte de stabilité et de croissance européen. Vous avez évoqué les propos de la présidente de la Commission européenne. C'est un enjeu crucial et qui semble aujourd'hui pouvoir faire l'objet d'un consensus au niveau européen. Cet enjeu ne relève directement pas du SGDSN, vous êtes en collimateur tête haute selon vos propos, mais fait écho à un second
ne portant pas sur une acceptabilité technique, budgétaire, mais sur une acceptabilité politique. Le lien de nation armée, qu'il est indispensable de renforcer, est aujourd'hui à questionner. En Pologne, le consensus politique consolide ce lien. Dans les pays scandinaves, sur des formats différents, des manuels ont été adressés à la population. Ce matin, le secrétaire permanent finlandais à la Défense nous expliquait que 78% de la population était prête à se défendre en cas d'agression russe. Nous ne partageons pas la même histoire ni la même proximité géographique avec les pays que je viens de citer, mais le temps présent demande aussi de questionner, sans faire référence à l'article 35 de notre Constitution, le domaine réservé dont dispose le président de la République et qu'il ne soit plus aussi réservé que préalablement. C'est un vœu formé par le général Lecointre, ancien chef d'état-major des armées, et le sens de la demande que nous avons formée dans une tribune signée par 18 commissaires socialistes du Sénat et de l'Assemblée, demandant une association plus étroite du Parlement à la définition de la revue nationale stratégique. Que pensez-vous dès lors d'une association plus forte du Parlement dans la définition de la RNS, plus forte en tout cas que par le biais de quelques auditions? L'idée, et j'en termine par là, est que si l'ensemble de la nation, à travers sa représentation, est associé, on participe à mettre le pays en mouvement au-delà d'auditions parfois un petit peu en cercle fermé. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le secrétaire général. Monsieur le député, moi je partage votre sentiment. Le principe de la révision et de l'association du Parlement, c'est pas seulement que je vienne aujourd'hui m'exprimer devant vous et que mon adjoint ou mon successeur, et lui s'il fait l'intérim en plus, c'est juste pour le mettre en confiance, revienne dans quelques semaines vous dire ce qu'il en est. On a vraiment besoin d'avoir de votre part des contributions sur ce qui paraît utile et ce qui paraît nécessaire. Vous avez évoqué de l'effort budgétaire, de la mobilisation au niveau européen, de la nécessité de revoir les dispositifs de financement pour les questions d'armement. Je suis vraiment preneur des idées et des orientations que nous pouvons avoir dans ce domaine et que nous pouvons introduire, qui ensuite pourront être reprises lorsque la loi de programmation militaire fera l'objet d'une révision. Donc, c'est pas seulement venir pour moi, venir vous dire ce que nous faisons, ce que nous pensons, ce que nous voyons, c'est vraiment attendre de votre part une contribution sur ce sujet et nous en sommes vraiment désireux parce que c'est à la fois utile et c'est nécessaire au titre de la représentation nationale et des réponses que vous avez à donner à chaque fois que vous retournez dans votre circonscription sur la situation géopolitique internationale, sur les menaces de guerre, sur ce qui peut se passer et sur les risques qui existent pour vous. Donc cette question du domaine réservé, elle est hypothétique ou elle est relativement hypothétique. La question, c'est pas le fait qu'on va voir à la télévision le président de la République avec telle ou telle conférence. Il en discute auparavant avec les uns et les autres. Demain, il aura, dans ce qu'il a appelé le format Saint-Denis, une rencontre avec les différents groupes politiques du Parlement pour expliquer la situation et voir ce qu'il en est. Je ne doute pas que le gouvernement fera de même dans les prochains temps. La force de la France dans ce domaine, c'est pas d'avoir un Poutine ou un Trump aujourd'hui qui cause et qui accapare la conversation. La force de la France, c'est d'avoir un discours qui a été pesé, mûri, discuté, enrichi et amendé avec l'ensemble de sa représentation nationale, parce que face aux autocraties, c'est ça notre force. Et donc c'est là-dessus qu'il faut que nous puissions arriver à bien pouvoir avancer. Donc voilà, moi je ne suis pas inquiet sur la capacité des Français à se mobiliser face à une agression. Vous avez parlé du manuel, je l'avais vu et j'en ai remis un projet, pas plus tard qu'hier soir, à tous les directeurs de cabinet des différents ministres pour leur demander de réagir sur le projet de document que je leur ai mis sur table. Et notre objectif, c'est de pouvoir diffuser ce
petit document qui permettra un peu... Alors, il n'y a rien d'innovant. Hein. On a largement copié les Suédois, les Suisses, les Allemands et quelques autres pour avoir quelque chose qui soit intelligent. Mais au moins, si les gens décident d'acheter du papier toilette avant une pandémie intestinale, ce ne sera pas faute de ne pas avoir été informé sur la réalité des choses et ce qui serait vraiment nécessaire dans ce genre de circonstances. Donc, on va essayer de jouer là-dessus et vous verrez dans le document, parce que je le mettrai à disposition du président et pour que vous puissiez voir aussi et nous faire part de vos corrections, on essaie de couvrir l'ensemble des circonstances pour que les gens puissent se promener correctement. Voilà, Monsieur le Président, ce que je peux vous dire, mais encore une fois, soyez assurés que pour nous, c'est un travail qui est très ouvert et sur lequel nous sommes vraiment très preneurs d'éléments. Merci. La parole est à Jean-Louis Thiriot pour le groupe Droite républicaine. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le Préfet. J'allais commencer mon propos en disant « Vous serez le Secrétaire général aux 2 RNS ». Il m'avait échappé que vous partiez aussi vite, donc c'est l'occasion pour moi de vous remercier de tout ce que vous avez fait dans cette fonction et de remercier toutes vos équipes, parce que je crois que le SGDSN, dans un monde où tout se tient et où la défense est globale, est un outil absolument essentiel de notre défense globale. 3 observations, questions sur cet exercice de RNS. Les premières, nous sommes dans une situation particulièrement mouvante et incertaine sur le flanc est de l'Europe, donc comment souhaitez-vous que nous traitions cette situation avec une série d'hypothèses, une tension au sein de l'OTAN qui aboutit, on n'en est pas là très loin, mais à un retrait des États-Unis, un balance de force qui réduit la place de manière importante des forces américaines ou un quasi-statu quo avec les mêmes questions sur l'issue en Ukraine. Est-ce qu'on raisonne par hypothèse? Parce qu'aujourd'hui, et c'est un peu le problème du timing de l'exercice, c'est qu'on est vraiment au milieu du gué. Première question. Deuxième question, remarque, et je rejoins totalement ce que disait notre collègue Chenevard. Prenons garde d'avoir les yeux focalisés sur l'Ukraine et d'oublier toutes les autres menaces dans les autres aires géopolitiques ou par exemple sur le trafic maritime, sur la liberté du trafic maritime. Et la question, à mon avis, qu'on peut se poser sur ce sujet-là, c'est est-ce que dans l'Europe de la défense, la France n'a pas à avoir une forme de spécialisation? Nous sommes une puissance maritime. Tous les pays européens n'en sont pas. On ne va pas demander à la République tchèque d'être spécialiste de la défense maritime. Enfin, dernier point, pardon, je vais dépasser de quelques secondes. La dissuasion nucléaire, évidemment, fait l'unanimité ou quasi-unanimité chez nous. Aujourd'hui, je crois qu'il faut ouvrir une réflexion sur les armes de niveau opératif conventionnel. On n'est pas dans la dissuasion, mais dans la zone 350 000, 1500 km, on est bien dans un épaulement de l'un par l'autre. Merci. Monsieur le secrétaire général. Monsieur le député, monsieur le ministre, merci pour votre hommage au SGDSN, parce que c'est vrai que c'est un honneur et un privilège de diriger une maison aussi diverse, aussi variée, j'allais dire aussi sympathique, aussi bosseuse, aussi imaginative. C'est un superbe outil que notre pays a et j'aurais été très fier de pouvoir le diriger pendant ces quelques années. Sur le flanc Est, comment traiter la situation ? Pour le coup, je reconnais effectivement que M. Bex a raison en disant si on attendait un petit peu, peut-être qu'on y verrait un peu plus clair. Mais en même temps, si Trump décide tout à coup de se retirer, on va faire du what if. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? Essayons d'anticiper un peu et d'avoir un peu une idée sur ce qui peut être fait. C'est l'objectif des rencontres que le président a eues en début de semaine, qu'il a encore cet après-midi, pour savoir d'abord
parce qu'on n'est pas tout seul, comment les uns et les autres parmi nos alliés, parmi les 27, se prononcent et envisagent le sujet. Il y a au moins un point qui est clair, c'est que les objectifs premiers, qui est de garantir la souveraineté de l'Ukraine, de ne pas avoir de paix sans l'Ukraine, de ne pas avoir de sujet sur la sécurité européenne sans Européens, et donc la nécessité pour nous de pouvoir travailler sur ces trois objets en regardant ce que nous pouvons faire là-dessus, c'est déjà un début. Sur les moyens, ça, effectivement, pour le coup, peut changer de jour au jour, mais si nous disons ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas, nous aurons déjà contribué à poser le débat et donner, pour certains qui peuvent être plus hésitants, un pôle de stabilité, en tout cas un rocher auquel soit ils voudront s'amarrer, soit qu'ils voudront éviter, mais enfin en tout cas on saura un peu où on en est. Et vis-à-vis de nos interlocuteurs américains et russes, c'est pas mauvais non plus qu'à un moment ou un autre, la France, qui est quand même une des 5 puissances dotées, puisse poser ses principes et ses règles sur ce sujet. Vous avez raison, il n'y a pas que l'Ukraine, et nous le vivons comme un conflit extrêmement important, mais pour la plupart des autres pays, ça n'est qu'un des innombrables conflits qui peut exister. Il y a plus de morts dans la guerre civile au Soudan qu'il n'y en a dans le conflit en Ukraine. Et malheureusement, je pourrais citer bien d'autres conflits à travers la planète dans lesquels les victimes se comptent par dizaines de milliers. Donc, en effet, il y a, sous cet angle-là, beaucoup de choses qui sont à voir. Sur la question du géopolitique et les conflits qui sont les plus intéressants ou les plus importants pour nous, vous avez raison, il y a le sujet du trafic maritime et de pouvoir garantir la liberté de navigation. Il y a le sujet des câbles sous-marins, qui est aussi un enjeu extrêmement important. La plupart des câbles sous-marins passent par le canal de Suez et par la mer Rouge. Il suffirait de pas grand-chose pour que, tout ça soit coupé et que nous nous retrouvions dans une situation où il n'y aurait plus de liaison entre les États-Unis, l'Europe d'un côté et l'Asie de l'autre. Donc il y a des redondances, mais pas suffisant. Peut-être que la route de l'Arctique permettra d'en ouvrir d'autres. Il y a les satellites, mais les satellites peuvent être aussi menacés. En tout état de cause, parmi cette notion de conflictualité et de menaces hybrides que j'évoquais dans mon propos, le fait de pouvoir à un moment ou un autre interrompre Internet, que ce soit par les câbles ou que ce soit par satellite, c'est devenu un enjeu extrêmement important pour nos économies. Il suffit que les uns et les autres, nous nous rappelions ce qui s'est passé quand il y avait des coupures Internet, ne serait-ce que pour aller payer ses courses avec sa carte de crédit. Donc on a un vrai sujet qui est à traiter dans ce domaine et qui concerne ce type de guerre hybride. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne fasse pas rien là-dessus. Vous aurez noté qu'en fin d'année dernière, l'Agence des participations de l'État a pris une participation à 80% dans Alcatel Submarine Network, qui est une entreprise vendue désormais par Nokia, qui est installée en France avec une usine à Calais, qui produit des câbles, qui les pose et qui les entretient. Sur la planète, il y a 3 grosses entreprises qui font ça, plus une petite au Japon. Il y a une chinoise, une américaine et nous. Et donc, c'est un facteur pour notre souveraineté et pour la protection des communications internationales qui est extrêmement important. Et c'est très bien que l'État ait pris la main dessus parce que, effectivement, c'est pas des entreprises qui font beaucoup de marge. Donc, ça n'intéresse pas d'autres entreprises. Mais en revanche, question souveraineté, question intérêts nationaux, ça, c'est sûr, ça nous intéresse. Donc, vous le voyez, on prend en compte par rapport aux enjeux qui ont pu être posés, y compris dans la précédente stratégie, et je fais écho à ce qu'a dit Cédric Goyer il y a un instant, nous avons aussi pris en compte et fait les actions nécessaires pour faire face à la préservation de nos intérêts. Je vous en prie, mon général. Je vais répondre au dernier point du coup sur les armes opératives, mais ça rejoint ce qu'on a évoqué sur les missiles hypervéloces. Effectivement, il y a une vraie réflexion à avoir aujourd'hui sur ces armes, sur un range, je vous l'avais dit, 500, 1500 km, 2000 km. Je crois qu'il y a beaucoup de pays qui s'y engouffrent. Voilà, donc on a lancé une vraie réflexion dessus. La DGA, les armées y réfléchissent activement avec certains de nos industriels. Et encore une fois, voilà, charge à nous collectivement de semer des graines pour aller plus loin dans cette actualisation.
Merci. La parole est à Delphine Bateau pour le groupe écologiste et social. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire général, d'abord, comme vous allez quitter cette fonction, permettez-nous de saluer votre engagement au service d'une certaine idée de la France. Ensuite, une remarque sur le calendrier. Les événements vont vite, mais c'est loin en réalité. Et une révision de la revue nationale stratégique ne remplace pas un débat démocratique indispensable sur la gravité des événements en cours et d'une sorte de Yalta sur le dos de l'Ukraine et sur le dos de l'Europe, qui signifie la fin d'une période historique qui, en réalité, qu'on a vu se structurer de loin avec cette espèce de pacte des autocrates, avec en arrière-plan la surchauffe écologique qui alimente la montée en paroxysme des logiques prédatrices dans ce que l'économiste et l'historien Arnaud Aurin appelle le capitalisme de la finitude. Et nous avons demandé un débat, article 50, alinéa 1 de la Constitution, sur les événements en cours et les options de la France. Et je pense que même en termes de signalement stratégique, montrer nos unités est nécessaire. Sur la revue nationale stratégique, peut-être que ce que l'on peut se dire en simplifiant, c'est que le réarmement n'est pas une stratégie. C'est une nécessité. C'est indispensable, la performance de notre dissuasion nucléaire, nos capacités militaires, leur adaptation aux nouvelles menaces, aux nouvelles technologies, de former des cybercombattants, je ne fais pas toute la liste, mais ce n'est pas suffisant. Et au-delà de la dissuasion, nous manquons aujourd'hui d'une stratégie qui résiste à l'épreuve des événements. Quand on regarde la stratégie de 2022, il y a peut-être 3 points sur lesquels je voudrais attirer votre attention. Il y en a un sur lequel j'ai une question. Vous avez dit qu'il faut réécrire les objectifs 5 et 6 qui touchent à l'autonomie stratégique de l'Union européenne et l'OTAN. Comment ça va s'articuler, l'exercice de révision de la stratégie nationale, avec le livre blanc de l'Union européenne, qui, sauf erreur de ma part, est pour le mois de mars. Le deuxième point majeur, c'est l'objectif numéro 2, une France unie et résiliente. Nous pensons que ce qu'il faut réviser prioritairement, c'est la capacité du pays à se défendre en profondeur, durablement, à être résilient, quelle que soit la menace. Donc c'est la question de notre capacité de défense totale. Et ce n'est pas le SNU qui répond à la question. Et ma troisième question très brièvement, c'est la nécessité d'intégrer les enjeux écologiques et énergétiques comme une question de défense à part entière, et en particulier sur l'énergie. On ne peut pas se défendre si on dépend du gaz de Poutine ou du gaz de schiste de Donald Trump. Merci, chers collègues. Monsieur le secrétaire général. Madame la Présidente, Madame la Ministre, je ne peux pas vous répondre sur le débat sur l'article 50-1, mais je pense que c'est quelque chose sur lequel vous aurez rapidement des éléments. Mais ce n'est évidemment pas à moi à vous en parler, n'étant évidemment pas membre du gouvernement. Donc les choses là-dessus, en tout cas ce que je peux vous dire au gré des réunions que j'ai avec le président et le Premier ministre, c'est que cet enjeu du débat de l'association du Parlement à toutes les discussions qui peuvent avoir lieu aujourd'hui entre les diplomates, les chefs d'État, les responsables militaires, la nécessaire association du Parlement est pour le président quelque chose de majeur, y compris parce qu'il a le sentiment que si nous ne le faisons pas avec vous, nos adversaires, eux, à travers la désinformation, la propagande qu'ils font, vont débrancher, si je puis dire, notre population et lui faire perdre pied sur la réalité des choses. On a des adversaires qui se servent des réseaux sociaux, de l'Internet, de la désinformation pour essayer de déstabiliser notre peuple et d'affaiblir son sens de la France, son sens de la cohésion sociale, son sens du peuple français, et ça, c'est extrêmement dangereux.
Donc il faut effectivement que nous puissions jouer sur cet aspect-là et le jouer à la fois sous un angle national et sous un angle européen. Les articles, les objectifs 5 et 6 de la revue nationale stratégique, j'aurais tendance à dire qu'il faut qu'on les réécrive effectivement avec le livre blanc, mais on en discute souvent avec Madame von der Leyen. Moi, j'y étais encore la semaine dernière avec les commissaires européens concernés. On regarde comment les choses peuvent se passer. Et on sent qu'il commence à y avoir une forme d'aggiornamento, j'allais dire de réveil, dans beaucoup de cercles où on se rend compte effectivement que nous ne pouvons pas être un marché totalement ouvert pour ceux qui font du dumping et qui, en exploitant leur main-d'œuvre, en brisant les coûts, en exploitant leur richesse sans prendre aucune précaution pour la protection de la nature, arrivent à nous vendre des produits certes très bas prix, mais qui sont désastreux pour leur patrimoine naturel et leur population. Donc il faut que l'Europe arrive à bouger sur ce genre de choses. Ça fait partie des éléments. Et la réflexion que nous devons avoir plus largement sur l'autonomie stratégique européenne, effectivement, elle est en train de mûrir. On voit bien au gré des réactions, par exemple, de M. Orban, qui ne sont pas les mêmes que celles de M. Scholz, qui ne sont pas les mêmes que celles de M. Costa ou de Mme von der Leyen, on sent bien qu'il y a quelques divergences ou quelques évolutions. Et donc, il faut qu'on arrive, encore une fois, à essayer, nous, de savoir ce que nous voulons et ce que nous proposons dans ce domaine, avec une autonomie stratégique européenne qui nous permette, sans remettre en cause l'OTAN, de faire en sorte que nous puissions avoir une certaine force et que nous puissions être pris au sérieux. Hier, j'aurais dit par Poutine, aujourd'hui, je dis par Poutine et par Trump, sans oublier Xi Jinping. Et donc, là-dessus, nous avons effectivement quelque chose qui est à construire. Quelque chose qui est à construire, donc, encore une fois, non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan économique, sur le plan financier. La force première de l'Europe, c'est d'être un marché unique avec toute une série de règles qui organisent son développement économique. Il faut utiliser, et sans doute modifier une partie de ces règles, mais en tout cas, il faut utiliser ces règles pour faire en sorte que face à nos adversaires ou à nos compétiteurs, cette puissance économique puisse aussi être une arme. Il n'y a pas seulement le fait que d'avoir des tanks, des chars, des avions, des bateaux, de faire en sorte que ceux-ci soient produits en Europe plutôt que de les acheter à l'étranger, que ceux-ci puissent être harmonisés pour qu'on n'ait pas, je ne sais plus combien de modèles de chars en Europe, une quarantaine, alors que les Américains et les Russes en ont un. Donc il y a du boulot là-dessus. Mais ça n'est pas seulement que cela. Et puis, sur l'objectif numéro 2, la capacité à être résilient, vous avez raison, il n'y a pas que le SNU là-dedans, mais tout au long de mon propos et des questions, des réponses que j'ai voulu donner à vos questions, moi je considère que la résilience, la mobilisation des citoyens au profit, j'allais dire, du bien collectif et de la nation, ça va, j'allais dire, de 7 à 77 ans, peut-être pas 7 ans, mais en tout cas de 14 ou 15 ans et jusqu'à 77, sans aucun doute, et même plus. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. La parole est à Geneviève Darrieussecq pour le groupe Les Démocrates. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire Général, je me joins à tous les remerciements de mes collègues pour le travail effectué et pour l'importance du travail que vous avez effectué avec vos équipes, que je salue également. L'importance de cette revue nationale stratégique. Je crois que cette revue nationale, oui, il faut la faire évoluer parce que le monde évolue. Le monde évolue vite. Les situations géopolitiques évoluent vite. La technologie évolue vite. Quelle est, par exemple, dans cette revue nationale stratégique, la prise en compte de l'apport
positif ou négatif d'ailleurs, de l'intelligence artificielle. Par exemple, dans tous les sujets d'information, de désinformation, qui sont quand même des problèmes majeurs, il me semble, pour nos sociétés européennes, puisque les attaques sont multiples, répétées et voire permanentes. Et les ingénieurs du chaos, comme le décrivent certains ouvrages, sont bien là à la manœuvre pour faire en sorte que nos démocraties vacillent. Donc moi je suis très intéressée par cette revue nationale et qu'elle puisse justement nous permettre d'être résilients, mais pas que de nous défendre. Quelquefois, il faut aussi que nous passions des messages. Et comment faire passer... pour moi, la désinformation, c'est l'agressivité. C'est un message agressif qui est passé et qui est négatif, bien sûr. Et comment pouvons-nous, nous, faire passer des informations positives en étant aussi, en définitive, dans l'attaque et pas dans la défense. C'est un vrai sujet pour moi, pour nos sociétés. Et vous avez enfin parlé de la résilience de notre société française. Je suis très attachée personnellement, effectivement, aux réserves. Je suis très attachée à la participation de la société, à la vie de la société, à la protection de la société. Et le SNU a été plusieurs fois évoqué ici. Le SNU, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, mais le SNU, c'était aussi un bon dispositif pour faire comprendre à la jeunesse qu'est-ce que c'est aussi que l'engagement et qu'est-ce que c'est aussi que la nation. Donc je pense que tout n'est pas à jeter dans ce dispositif. Je vous remercie, en tout cas, je vous renouvelle mes remerciements. Monsieur le secrétaire général. Merci beaucoup, Madame la Ministre. L'apport de l'IA, il va être, et vous avez raison de le souligner, il y a 2 ans, c'était mentionné, je crois, à 1 ou 2 reprises, mais sans plus du style, il va falloir qu'on s'en occupe un jour. Ben, ça y est, on y est, et il y a une accélération telle que, là encore, il faut qu'on intègre ça très fortement. D'où l'ensemble des dispositifs qui ont été mis en place institutionnels avec un Institut national d'évaluation et de sécurité de l'intelligence artificielle que nous animons avec la Direction générale des entreprises, qui associe le PEREN du ministère de l'économie et des finances, le laboratoire de métrologie, l'INRIA, pour justement réfléchir à ce que cela représente, aux investissements qui sont nécessaires et à la sécurisation qu'il nous faut apporter pour les usages de l'intelligence artificielle. Donc on commence à prendre en compte cet aspect-là et on va très fortement le développer parce que, au-delà de cet aspect-là, l'ANSSI a intégré dans ses travaux l'usage de l'IA et commence à s'en servir à la fois pour détecter les attaques et pour les contrer. Viginium fait de même pour analyser justement la désinformation faite avec le secours de l'IA, parce que du coup l'IA nous permet de trouver les makings of, pardon du terme anglais, mais en tout cas les outils qui ont servi à faire cette information artificielle, cette désinformation par l'intelligence artificielle. Et puis, on a dans les armées aussi beaucoup de projets et d'actions qui sont lancés, y compris avec une agence qui a été créée dans ce but, et vous le savez bien. Donc, on va beaucoup évoluer sur ce sujet. Et si vous me le permettez, ça me permet de revenir sur la question que m'avait posée Madame la députée Bateau sur les sujets enjeux énergétiques et écologiques. Ça aussi, c'est une accélération qui est absolument considérable sur les temps derniers. Alors, autant la technologie, j'allais dire, ça peut surprendre, mais c'est attendu, autant la manière dont les enjeux écologiques et la dégradation écologique de notre monde est intervenue, c'est extrêmement préoccupant sur les conséquences, encore une fois, que ça peut avoir pour l'équilibre géopolitique et la sérénité et la stabilité de nos sociétés et pour la vie des êtres humains. Au niveau national, nous avons depuis 2022 rapatrié ce qu'on appelle le Conseil de politique nucléaire au SGDSN.
Et de fait, nous le faisons parce que nous sommes une structure interministérielle qui permet d'examiner l'ensemble des enjeux concernés pour réfléchir au futur. Et pour ce faire, le haut-commissaire à l'énergie atomique a été détaché auprès de nous et il a commencé à réfléchir sur tous les enjeux. Il y a un rapport, et d'ailleurs il y en a plusieurs qu'il sera amené à vous présenter sur ce sujet, vous l'avez décidé par la loi, et il travaille aussi il vient de travailler sur un appel d'offres dont les résultats ont été publiés un peu vite, mais en tout cas sur les start-up concernant le dispositif énergétique du futur. Donc c'est un thème sur lequel nous sommes très fortement engagés et sur lequel nous essaierons d'avancer. Pour revenir à la question des manipulations de l'information, passer des messages positifs et pas seulement défensifs, c'est effectivement majeur. Viginum a été créé, et j'étais venu vous en rendre compte quand j'y travaillais, pas pour dire ceci est la vérité, ceci est le mensonge, mais pour dire le contenu, vous en pensez ce que vous voulez, mais le contenant, c'est pas du tout votre voisin de Toulousette ou de Cambrai ou de Toulon, c'est un monsieur qui travaille dans un bureau à Moscou, à Saint-Pétersbourg, à Pékin, à Ankara ou à Bakou. Et donc, vous avez le droit de croire ce qu'il vous dit, mais en tout cas, c'est pas votre voisin et il a d'autres idées dans la tête. Ça, pour amener les gens à réfléchir et à s'interroger sur ce qu'ils lisent, ce qu'ils voient, c'est un élément majeur. Et à vrai dire, c'est l'élément que tout citoyen doit avoir, c'est s'interroger sur ce qu'il lit, sur ce qu'il entend, et décider en toute connaissance de cause. On le fait quand on lit le journal, on le fait quand on écoute la radio. Malheureusement, on le fait beaucoup moins quand on regarde les réseaux sociaux. C'est simplement donner une forme d'hygiène mentale déjà pratiquée par ailleurs à nos concitoyens pour que ceux-ci, quand ils regardent un truc sur les réseaux sociaux, ils regardent déjà l'adresse IP de démarrage, ils regardent si quelque part il n'y a pas marqué IA, intelligence artificielle, mais en tout petit pour que personne ne le voit, et ils s'interrogent pour voir à quoi correspondent les likes ou les retweets qui ont été faits, et parfois avec les mêmes expressions, les mêmes choses, et donc parfois d'ailleurs à la même heure, ce qui revient à dire que c'est un bot qui a fait le boulot. Très rapidement aussi pour embrayer sur ce que vient de dire Stéphane, ne soyons pas aussi naïfs. L'IA, elle va présenter des risques, donc on l'a vu pendant le sommet. Ça, on sait que les Européens, les Français, on va être très prompts à réglementer, etc. Après, elle va présenter aussi beaucoup d'opportunités. Il faut qu'on y travaille, et dans le monde de la défense, comme l'a dit le préfet Bouillon, Monsieur Le Cornu a décidé en LPM, ce qui traduisait, en fait, ça prenait le relais de la RNS il y a 2 ans, avait décidé de créer cette agence qui aujourd'hui, je pense, est en cours de construction. Elle est déjà opérationnelle, et je crois que ça a été vraiment une volonté forte du ministre de la Défense, des Armées, pardon, d'investir fortement dans l'IA, et pas uniquement de l'IA restrictive. En fait, là, on est vraiment sur de l'IA au service des systèmes d'armes qui va présenter des opportunités. Et en fait, si on tire un peu la pelote, vous parliez d'offensif en matière de LMI, encore une fois, je pense qu'il faut qu'on sorte un petit peu de notre naïveté de démocratie, à chaque fois à défendre uniquement des valeurs. Il faut qu'on défende des valeurs, certes, c'est très important, mais aussi nos intérêts, comme le font les Américains, assez froidement. Et en fait, ça passe avant tout par avoir une vraie réflexion sur l'IA au service des systèmes d'armes. Quels sont ses intérêts? Encore une fois, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais d'avoir des vrais débats et être assez réaliste, parce que, encore une fois, sinon, en fait, on va rapidement, à mon avis, perdre le fil de ces futurs systèmes d'armes qui vont présenter des avantages très très importants, sitôt qu'on y mettra de l'IA de manière intelligente. Aujourd'hui, les Russes y sont. On le voit au conflit en Ukraine, ils l'utilisent, encore une fois, il ne faudra pas qu'on l'utilise exactement de la même manière, mais elle est utilisée sur les champs de bataille. Donc allons-y. Merci. La parole est à Lise Magnier pour le groupe Horizon et Indépendants.
Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur le Préfet. Comme mes collègues, je vous adresse mes chaleureux remerciements. Alors beaucoup de questions ont d'ores et déjà été abordées par mes collègues, mais au vu de l'accumulation des menaces, de l'évolution de nos relations avec l'allié américain, de la nécessité de renforcer l'autonomie stratégique de l'Europe, vous l'avez souligné, il est particulièrement pertinent d'actualiser notre revue nationale stratégique. Cette dernière avait été publiée fin 2022. Finalement, c'était il n'y a pas si longtemps. Nous étions alors certes déjà conscients des enjeux de la défense européenne après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais nous étions à la veille d'une profonde transformation de notre dispositif militaire au Sahel. Et cela était bien évidemment avant le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche et ce que cela implique pour l'Alliance Atlantique. Mais surtout, la RNS de 2022 est intervenue avant la promulgation de la loi de programmation militaire et de son rapport annexé. En l'espace d'un an, le débat parlementaire sur ce rapport annexé a acté certains changements vis-à-vis de la RNS. Je prends pour exemple la notion de puissance d'équilibre, centrale dans le document publié en 2022 et qui n'a pas été retenue dans la LPM. Alors si ces documents ont bien sûr des objectifs différents, l'un répondant au contexte géostratégique de la France et l'autre se portant sur le format de nos armées, notre crédibilité en matière de défense bénéficierait d'une cohérence entre la loi et la stratégie. Avec l'accélération que nous connaissons depuis quelques années maintenant, comment pouvons-nous nous assurer d'une cohérence continue entre nos textes et nos outils? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le Secrétaire Général. Madame la députée, effectivement, vous avez rappelé que nous étions... Enfin, j'ai tendance à dire oui, vous avez raison, c'est très compliqué d'arriver à articuler la LPM et la revue nationale stratégique. La notion de puissance d'équilibre, je ne sais pas si je la reprendrai de toute façon aujourd'hui, en tout cas si je proposerais de la reprendre aujourd'hui, tout simplement parce qu'il n'y a plus d'équilibre déjà. Donc tout est en train de changer et de reprendre, et vraisemblablement il y aurait sans doute une réflexion, et je suis preneur de vos réflexions sur ce sujet, à mener sur la notion de puissance d'équilibre aujourd'hui. L'articulation avec la LPM, elle devra forcément venir à un moment ou un autre, quand la LPM reviendra devant vous pour être modifiée et adaptée. Il y a déjà des leçons qu'on tire, et le général Godillard en a rappelé quelques-unes, y compris pour répondre à M. Jacobelli sur la notion de vélocité et sur la SN 4G. Et donc nous avons des choses qui sont lancées là-dedans, y compris en matière d'intelligence artificielle. Donc sur ce texte, il y aura sans doute des évolutions à faire. Évolution, mais là je m'élève au-dessus de ma condition, qui sont à prendre dans le cadre du contexte budgétaire que vous connaissez, et donc ce sera votre arbitrage, mesdames et messieurs les députés, qui aboutira au dimensionnement et aux leçons qui pourront être tirées sur ce sujet. Si, en tout cas, d'ici là, la RNS actualisée pour vous aider à affiner votre réflexion et votre jugement sur ce qu'il sera nécessaire le jour venu, lorsque le projet de loi de finances 2026 va arriver, puis une révision de la LPM en 2027, je crois. On verra bien. Là, pour le coup, ça aura été utile, en tout cas, de pouvoir éclairer vos débats. Pour rebondir dessus, effectivement, par rapport à l'exercice d'il y a 2 ans, on ne va pas embrayer sur une loi de programmation militaire. Donc en fait, on a cette chance aussi de ne pas devoir tout de suite partir dans les formats des armées, le capacitaire, de pouvoir vraiment réfléchir à une vraie stratégie sans être happé par des débats capacitaires qui sont complexes, frictionnels, y compris à l'extérieur qu'au sein du MINARM. Donc on a quand même cette chance. Après, évidemment qu'il y aura sans doute une actualisation de la LPM qui prendra le pas l'année prochaine ou dans 2 ans. Elle devra en gros réorienter la LPM de façon à prendre en compte la RNS. Mais encore une fois, je pense que la RNS, il y a beaucoup de choses qui sont opérationnalisables sans forcément beaucoup de financement. On a cité beaucoup cet après-midi l'objectif stratégique numéro 2 sur les forces morales, sur réinvestir dans l'esprit de défense
défense et de sécurité. Et ça, je pense que ça ne demande pas quand même des moyens financiers énormes. C'est beaucoup de travail collectif, mais en tout cas, ça va le demander. Et encore une fois, évidemment qu'il y a plein de choses capacitaires. Les sénateurs nous en avaient parlé sur la guerre électronique offensive, sur la lutte anti-drone. Il y a des choses, de toute façon, qu'il va falloir remettre dans l'ALPEM. On peut en parler au niveau stratégique, mais je pense qu'il ne faut pas commencer à avoir un débat trop capacitaire. Tout en ayant en tête que lorsque vous nous parlez des zones économiques exclusives, des domaines maritimes à préserver, des sujets de dissuasion nucléaire, de la capacité qu'on peut avoir à faire travailler justement le privé au profit des armées, ce qui sur un certain nombre d'équipements peut permettre de faire des économies, on a là aussi des indications qui sont précieuses lorsqu'il va falloir commencer à retravailler sur le dossier dans son ensemble. Et c'est encore une fois tout l'intérêt de ces séances de travail que nous pouvons avoir avec vous. Merci. Nous avons fini les expressions de groupe et nous passons donc la parole à Marie Récal. Monsieur le secrétaire général, je me joins aux remerciements de l'ensemble de mes collègues et je ne vais pas allonger plus longtemps le propos, mais vraiment merci à l'ensemble du SGDSN. La conférence de Munich sur la sécurité qui vient de se terminer restera dans les annales comme le moment où les États-Unis ont rendu officiel leur désengagement de la défense de l'Europe. Certes, l'histoire ne se répète jamais, mais l'actualité peut présenter certaines ressemblances avec ce qui s'est passé depuis les accords de Munich en 1938 jusqu'au pacte Ribbentrop-Molotov de 1939 et ses protocoles secrets. Et contrairement à ce qu'on dit parfois, Munich n'est pas synonyme de lâcheté, mais c'était la conséquence de choix politiques antérieurs fondés sur le pacifisme de l'opinion publique pendant l'entre-deux-guerres et sur une crise économique qui n'avait pas permis aux États de se doter de moyens à la hauteur. La situation présente quelques similitudes. Comment alors, dans le cadre de cette RNS, dont la question sera de savoir si elle sera une actualisation au fil de l'eau ou pas, gérer la fin du mythe de l'Europe protectrice et la place de la France, et quelle sera la portée de cette RNS à l'international, puisque ça peut, elle aussi, être un outil d'influence. Merci. La parole est à Natalia Pouzireff. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire général, oui, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche a accentué le désengagement, la tendance au désengagement américain, mais marque en fait une forme de divorce avec l'Europe, avec ce refus de continuer à contribuer à la sécurité de l'Europe. Un divorce qu'on espère temporaire. Et le président, faut-il le rappeler encore, avait appelé ses partenaires européens à prendre en main leur destin dès 2017 et à renforcer le pilier européen de l'Alliance. Là, vous parlez d'un exercice avec une visée long terme, et donc on peut se demander pourquoi, dans le cas d'une visée long terme, il faudrait se précipiter dans l'analyse, parce qu'il me semble que les bouleversements en cours nécessitent plus qu'une simple révision de la revue nationale stratégique. Il y a toute la question des partenariats qui doit être réévaluée à la lumière de ce qui vient d'être dit, des arbitrages offensifs, défensifs, nous en avons parlé, la dronisation, qui implique aussi des réflexions sur la transformation de notre base industrielle de défense avec l'IA, l'arrivée du dual. La question, finalement, de toute l'adaptation de notre modèle de défense qui peut être questionnée, peut-être pas dans sa finalité, mais par rapport aux moyens financiers qu'on peut y accorder et peut-être au fait que nous devons nous donner des priorités. Effectivement, on vise très large, mais je pense qu'il faut que nous ayons des priorités. En tout cas, il y a aussi la dialectique avec le court terme. On ne peut pas s'affranchir du nouveau contexte et de se préparer aux exigences induites par les garanties de sécurité à donner à l'Ukraine. Il est crucial aussi de ne pas spéculer sur l'hypothétique réussite des négociations entre Trump et Poutine. La Russie représente une menace persistante, une menace existentielle. Moi, j'étais à Munich ces jours-ci. Je peux vous dire que les Européens sont tous convaincus qu'il faut justement pouvoir répondre à cette menace persistante. Donc, voilà, comment allons-nous travailler en cohérence, justement, avec ce qui se passe à l'extérieur de la France, avec le livre blanc qui Merci. Monsieur le secrétaire général, je vous en prie. Allez-y. Et la nécessité de lever des moyens en commun. La conférence de sécurité de Munich, effectivement, tout le monde a été marqué par le discours du vice-président des États-Unis. Et c'est vrai que ça a beaucoup bouleversé tout le monde. Moi, je pense qu'il faut, malgré tout le trouble et tout ce que nous voyons aujourd'hui, quand même garder un peu d'équilibre et de recul sur ce qui peut se passer.
Avec l'OTAN, nos armées, les armées qui sont membres de l'OTAN, font tous les jours des exercices avec leurs collègues de l'OTAN en toute confiance et en toute efficacité. Certes, les États-Unis trouvent qu'on leur vend trop et qu'on leur achète pas assez. Tout dépend de la manière dont ils comptent, parce que sur les services financiers, ça rééquilibre largement la balance. Mais de fait, 350, des centaines de milliards d'échanges avec les États-Unis, entre États-Unis et Europe, ça ne serait pas d'un trait de plume, parce que ça représente pour les États-Unis, pour l'économie américaine, des enjeux d'import et d'export qui sont absolument considérables. Donc on peut avoir des discussions dures, compliquées, mais il n'en demeure pas moins que nous avons des intérêts qui nous rapprochent et qui interdiront à quiconque de casser la vaisselle. Et donc, nous avons, y compris le fait qu'il n'y a plus tant de démocratie que ça sur la planète, la nécessité de pouvoir continuer à œuvrer, à travailler avec les États-Unis. Et c'est encore une fois, si on se passe dans une unique logique de deal, l'intérêt des États-Unis, comme le nôtre, de pouvoir avancer dans ce domaine. Donc je ne crois pas trop au divorce temporaire. Il y a des discussions qui sont complexes et qui sont compliquées, mais il y a toujours des discussions. Et donc sur la question des partenariats et de la prise en compte de la situation présente, encore une fois, l'idée, c'est pas de réécrire tout dans le marbre et de reprendre à zéro pour tout reprendre et réécrire une somme complète. C'est de tirer les leçons de ce qui vient de se passer depuis 2 ans et pour regarder comment nous pouvons nous renforcer pour faire face à ce qui va se passer dans les prochains mois et dans les prochaines semaines et s'assurer que les principes que nous avions posés, les orientations que nous avons prises, nous permettent de faire face à la situation telle qu'elle va se produire dans les prochains temps. C'est ça, si je puis dire, c'est uniquement ça, c'est déjà beaucoup, mais c'est absolument nécessaire de pouvoir avancer dans ce domaine. Et donc, c'est à la base de ces principes et à partir de ces principes que lorsqu'il y aura des discussions sur l'avenir de l'Ukraine ou sur la politique de sécurité en Europe, notre pays, avec les autres pays européens, sera en état de pouvoir s'asseoir à la table de discussion et apporter son concours à l'Ukraine pour décider de son avenir et pas seulement faire en sorte que ce soit les 2 grandes puissances, enfin la Russie et les États-Unis, qui le décident pour nous tous. Merci. La parole est à Christophe Bex. Rapidement, il y aurait tellement de sujets à aborder, tellement de questions à poser. Vous avez abordé la question du budget, d'intelligence artificielle. Moi, ce serait une question sur le potentiel envoi de troupes européennes en Ukraine. Le secrétaire général de l'OTAN a récemment exprimé sa volonté d'offrir des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Comment le SDSN, en tant que conseiller stratégique, s'assurera-t-il du bon encadrement des troupes, si elles y vont, sur le terrain en cas d'escalade sur place? Quelles garanties existe-t-il pour éviter de nous entraîner pleinement dans un conflit à nos frontières? Et par ailleurs, quels dispositifs spécifiques sont prévus pour associer le Parlement à ces processus de contrôle et de suivi afin que les élus de la nation disposent des informations nécessaires pour exercer pleinement leur mission de contrôle démocratique? Je vous remercie. Merci. La dernière question est de Delphine Bateau. Oui, très brièvement, parce que j'ai compris de votre réponse tout à l'heure à une précédente question qu'il y a un objectif dans la nouvelle, dans l'actualisation, qui est aussi un objectif de signalement stratégique. On peut penser que les enjeux de défense totale nécessiteraient un exercice avec plus de temps, plus de recul et plus de profondeur, et que peut-être l'un n'exclut pas l'autre. J'ai une question sur la place qu'occupera dans l'actualisation les questions de protection de la démocratie et des scrutins au regard de ce qui s'est passé dans d'autres pays de l'Union européenne. Merci beaucoup, chers collègues. Monsieur le secrétaire général. Madame la députée, j'ai presque envie de commencer par la protection de la démocratie. Pardonnez-moi, Monsieur Bex, mais là, pour moi, c'est du concret dans la mesure où, et de l'immédiat,
dans la mesure où ce que nous avons vu en Roumanie, qui pose toute une série de questions par ailleurs, ce que nous avons vu en Moldavie, les attaques qui existent d'ores et déjà aujourd'hui en Allemagne pour les élections au Parlement, au Bundesrat. L'activisme mené en Grande-Bretagne, y compris avec des complotistes qui rebondissent sur certains éléments, oui, la démocratie, clairement, est menacée à travers ces différents dispositifs. Moi, je n'ai pas la recette maximale. Sur la méthode, en tout cas au niveau européen, il y a une commission au Parlement sur les ingérences qui a été réanimée, qui est placée sous la direction de Madame Loiseau. Il y a une commissaire qui est en charge de ces sujets de protection et de rénovation de la démocratie. Il y a toute une série de travaux qui sont engagés et qui visent à proposer qu'au niveau européen, il puisse y avoir une réaction commune sur le sujet. Ça, c'est le niveau européen. Au niveau national, j'allais dire qu'il y a des instruments administratifs que nous avons mis en place et qui s'appellent Viginum et qui essaient de détecter, de caractériser les attaques qui peuvent être mises en œuvre. Lorsque ces attaques concernent le déroulement des élections, Viginum est au service du Conseil constitutionnel, de la Commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l'élection présidentielle, de l'ARCOM et du Conseil d'État, évidemment, pour leur rendre compte de ce qu'ils voient et leur laisser le soin de réagir, puisque naturellement, en période électorale, l'administration doit être d'une parfaite neutralité. Donc, nous laissons le soin à ceux qui sont en charge de surveiller et de veiller aux élections à faire ce qui est nécessaire. Et par ailleurs, nous avons évidemment des contacts avec la presse, les journalistes, quels qu'ils soient et de toute tendance, parce que quand ceux-ci font l'objet d'attaques, et notamment à travers le dispositif RRN, qui vise à usurper leur site pour raconter des fariboles ou des mensonges, nous les en prévenons. Et parfois, d'ailleurs, nous le leur apprenons. Et donc, nous faisons en sorte que, là aussi, les médias puissent être protégés contre ce type d'attaque. Je dirais, à l'État, il n'appartient pas de faire plus. Parce que sinon, il y a un risque d'aller au-delà sur ce qui est le droit souverain du peuple à être informé et à pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause sur la sincérité du scrutin. Et lorsque nous avons créé Viginum, nous sommes passés en Assemblée générale devant le Conseil d'État, et l'avis du Conseil d'État sur ce sujet, qui visait bien à démontrer que Viginum était là pour garantir la sincérité du débat, la liberté d'opinion, c'est-à-dire que lorsque les gens discutent avec quelqu'un, ils sachent avec qui ils discutent, et c'est ça qui permettait de garantir la liberté d'expression. Et pour moi, c'est l'enjeu majeur qu'il doit y avoir pour une institution administrative dans ce domaine. Et après, c'est la place du juge. C'est plus la nôtre. Et donc, il faut passer par ailleurs. Et la justice, que ce soit à travers les lois que vous avez votées en 2018 et qui reprennent la loi de 1886 ou la loi de 1881, elle a les moyens pour pouvoir réagir à un moment ou à un autre. Et donc, que ces lois s'appliquent sur ce domaine, ou qu'on leur donne le temps ou l'occasion de s'appliquer. En matière de liberté de l'information, mais pardonnez-moi, je sors de mon rôle de SGDSN, j'ai tendance à penser que il faut légiférer bien, il faut légiférer court, et il ne faut pas légiférer trop souvent. Parce que sinon, on réagit trop par rapport à telle ou telle situation de crise et on s'y perd. Donc, je trouve que nos systèmes de loi aujourd'hui, ils fonctionnent bien, et je fais confiance aux juges et aux autorités indépendantes pour que notre liberté et notre démocratie soient du mieux protégées. Et j'allais dire, en tant que citoyen, en tant qu'électeur, je vous fais confiance aussi à vous, qui nous représentez, parce que c'est votre rôle, votre action, votre parole qui font vivre la démocratie dans ce pays. Monsieur Bex.
Pardon. Oui, oui, pardon pour M. Bex, excusez-moi, mais je suis désolé. Sur le sujet des troupes qui peuvent être envoyées en Ukraine, d'abord, il ne s'agirait, si elles étaient envoyées, si la décision était prise, que pour garantir la sécurité et veiller à ce que un traité de paix, ou en tout cas un cessez-le-feu, s'il devait intervenir, puisse être respecté. Il n'est pas question dans ce domaine de devenir belligérant d'une manière ou d'une autre. Après, ma foi, tout ça va se discuter ou pas, d'ailleurs, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Je suis absolument incapable de vous dire comment ça peut aller plus loin. Ce qui est clair, évidemment, c'est que il y aura des comptes rendus qui seront faits au Parlement, que la Constitution et les différentes lois sont très précises sur les conditions dans lesquelles les troupes françaises peuvent être engagées dans une forme de conflit et que, naturellement, ces textes-là seront appliqués et scrupuleusement respectés, d'abord parce que c'est les textes et puis parce que notre opinion publique ne tolérerait pas qu'il en soit autrement. Merci. L'influence qui est aussi l'objet d'une mission d'information qui est en cours avec notre commission. Une dernière question vient d'être demandée, donc la parole est à Laurent Jacobelli. Une réflexion, presque plus qu'une question. Je vous écoutais et bien sûr il y a un danger sur la démocratie. Le pire danger contre la démocratie, c'est quand des commissaires non élus veulent influer sur des élections, et je pense à la Roumanie. La pire des influences, c'est l'influence de technocrates qui ne sont pas issus de la volonté populaire. Oui, il y a danger pour la démocratie quand dans un pays libre comme le nôtre, une chaîne de télévision est obligée de fermer sous les coups de boutoir de la gauche et de l'extrême gauche, relayés par son bras armé, l'ARCOM. Oui, il y a un danger pour la démocratie, et ceux qui peuvent régler ça ne sont bien évidemment pas ceux qui n'ont jamais été élus, ceux pour lesquels, comme les commissaires européens, quand on ne pense pas comme eux, quand on n'a pas la même vision que de l'Europe, alors il faut annuler l'élection. Il y a un danger pour la démocratie, et vous l'avez finalement à la fin dit, dans les pays libres, ce sont les élus qui doivent décider, ce sont des instances neutres et non pas des instances militantes. Malheureusement, la démocratie aujourd'hui en Europe est en danger. Elle est en danger quand on donne les clés de la défense à des technocrates, en danger quand on demande à ces mêmes technocrates de valider ou pas des élections en fonction du résultat. Monsieur je ne vais pas débattre avec vous sur des enjeux politiques, mais comme vous parlez des technocrates et que j'en suis un, je veux quand même dire que la technocratie, ça n'existe pas. C'est la faiblesse du pouvoir politique ou c'est la faiblesse du pouvoir législatif. Les fonctionnaires, ils obéissent. Ils sont payés pour obéir et c'est leur devoir et leur obligation. Et s'ils ne veulent pas obéir, ils démissionnent et ils s'en vont. Et ça, c'est la règle et le principe. Et je dois dire que dans ce pays, ça fonctionne comme ça. Et je suis fier d'être dans cette technocratie qui obéit aux gens, aux hommes politiques qui ont été élus à travers les élections et qui obéit à des chefs qui ont été nommés par un gouvernement qui lui-même est investi par l'Assemblée nationale. C'est comme ça que ça doit pouvoir fonctionner. Et au niveau européen, ma foi, il y a un Parlement européen. Vous y avez, comme tout le monde, des élus en nombre, et donc c'est le Parlement européen qui doit exercer son rôle et dire ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner. Mais, pardonnez-moi, en plus c'est ma dernière intervention, mais technocrate, je n'aime pas je trouve que l'accusation est injuste. Les fonctionnaires, ils bossent, ils se dévouent. Non, je ne l'ai pas pris pour moi, mais je le passe d'une manière générale. Les fonctionnaires, ils sont au service de la nation et ils n'attendent que de se dévouer aux ordres de la nation. Merci, monsieur le secrétaire général. Comme dit le général, un chef, ça doit cheffer, tout simplement. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le SGDSN est indispensable, et merci à vos équipes. Merci à vous, vraiment, on vous rend hommage, parce que vous avez toujours été attentifs aux demandes de la Commission. Vous nous avez toujours fait l'effort, même pas, je ne pense pas que vous l'ayez fait avec effort, en tout cas, vous nous avez toujours informés et écouter. Et donc, je tiens au nom de la Commission de la Défense vous remercier pour votre générosité dans votre travail et le lien que vous avez eu avec notre commission. Voilà, merci.
Merci, Monsieur le Secrétaire général. Merci, mes chers collègues. Bonne fin de journée à tous.